M'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Très bien. Jérôme Durin, président de cette commission d'enquête, accompagné d'Étienne Blanc, rapporteur, qui est à mes côtés, et puis de sénatrices et de sénateurs qui sont Salle Médicis et qui vous poseront des questions tout à l'heure. Je vais commencer par vous remercier de votre présence et d'avoir répondu à notre demande d'audition, et puis par une prestation de serment qui est formelle et qui est requise par notre commission d'enquête, puisque je vous rappelle qu'un faux témoignage devant une commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et donc je vais vous inviter chacune et chacun d'entre vous successivement à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire simplement « je le jure ». Pour le président du tribunal, Marès Abbassi, je le jure. Pour Yves Leclerc, le procureur, je le jure. Madame Sigala, première vice-présidente au pénal, je le jure. Alexandre Rousselet-Magri, substitut du procureur de la République, je le jure. Écoutez, je vous remercie d'avoir satisfait cette obligation. Et puis, ce que je vous propose, c'est comme on vous a transmis un questionnaire qui traduit nos principales préoccupations et les informations qu'on souhaite obtenir à l'issue de cette audition, c'est de vous laisser peut-être dérouler un propos liminaire et ensuite on vous posera des questions. Ça vous convient? Je vous laisse vous organiser pour savoir qui commence. Écoutez, c'est parfait. Donc, le procureur de la République et moi-même avons échangé avec nos collègues. Donc, ça sera des réponses à deux voix, la voix du parquet et la voix du siège à Cayenne. Donc, monsieur le procureur de la République, qui sera accompagné de la meilleure des manières par monsieur Rousselet-Magri, prendra à chaque fois la parole en premier pour vous apporter des éléments. Espérons que cela puisse vous correspondre à vos attentes. Et côté siège, donc madame Sigala et moi-même compléterons les propos de nos collègues du parquet qui sont en première ligne. Nous faisons un travail complémentaire. Donc, on vous propose de faire de la façon suivante. Donc, monsieur Leclerc qui prend la parole, complété de monsieur Rousselet-Magri, et ensuite ma côté siège, madame Sigala et moi. Très bien, parfait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Parfaitement. Très bien. Alors, en propos liminaire, je souhaitais d'abord vous apporter trois observations avant de dérouler les questions que vous nous avez transmises. La première, c'est une observation géographique. La Guyane, c'est tout simplement une porte ouverte vers l'Amérique du Sud, une porte ouverte sur ses mots et sur ses nombreux mots, puisque en plus du narcotrafic qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons un niveau de criminalité, de violence et d'usage des armes qui est totalement inconnu en Europe, c'est très clair. Et c'est dans cet environnement que s'inscrivent les trafics de stupéfiants parmi donc toutes ces problématiques auxquelles on est confronté au quotidien. L'action qui est conduite, deuxième observation, elle ne sort pas d'une invention hors sol, elle s'inscrit et elle est l'application. La circulaire de politique territoriale du 29 septembre 2022, nous sommes une des seules juridictions en France à avoir une circulaire de politique pénale territoriale dans laquelle, bien entendu, vient s'inscrire la lutte contre les stupéfiants. Cette lutte, elle est articulée autour d'une politique d'optimisation transverse de tous les outils juridiques dont dispose l'ensemble des partenaires pour essayer de porter atteinte sur ce continent, donc et sur ses spécificités, à ce qui, à mon sens, a le plus de valeur au-delà du produit, c'est l'acte logistique de projection des stupéfiants depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe. C'est là que le produit va obtenir et va acquérir sa vraie valeur ajoutée. Les deux points d'exportation sont essentiellement l'aéroport et le port. Et donc, c'est face à cette dimension logistique que se concentrent tous nos efforts. Voilà un peu les éléments de contexte que je voulais vous livrer. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de violence, je pense que le général vous a peut-être évoqué la question, mais plus d'un tiers
de l'ensemble des vols à main armée constatés par la gendarmerie nationale ont lieu en Guyane. Ça vous donne une idée du niveau d'intensité auquel on est confronté, avec la présence d'organisations criminelles sud-américaines qu'on appelle les factions brésiliennes, qui sont une vraie problématique et une vraie menace, non seulement pour la sécurité de la Guyane, mais aussi pour la métropole, puisque ces gens-là ont des velléités d'exporter leurs mécanismes mafieux donc, en France. Voilà un peu le contexte. Vous le savez, mais on appelle mule, et c'est la terminologie que je vous propose de retenir, donc des individus qui sont porteurs incorporés d'ovules de cocaïne pour des quantités qui varient autour d'un kilo, entre 1 kilo et 1,5 kg. Et c'est donc sous cette dénomination, sur ce mode opératoire qu'on qualifie les individus de mules. Voilà un peu, avant d'évoquer donc les questions que vous avez la courtoisie de nous transmettre, les éléments liminaires que je voulais vous livrer. Et je laisse la parole maintenant donc au président Abbassi pour qu'il complète ces quelques éléments introductifs. Merci beaucoup. Oui, alors, ce qui est très important, c'est qu'indépendamment des éléments qui vous seront apportés par les magistrats ce jour et maintenant du parquet ou de Madame Sigala, qui, elle, en tant que présidente correctionnelle, aussi traite des difficultés au quotidien dans le cadre des audiences, il y a une problématique beaucoup plus structurelle, beaucoup plus globale, qui n'apparaît pas dans vos questions. En tout cas, elles y sont peut-être de façon filigrane, c'est les moyens que l'on veut bien se donner pour mener une lutte qui est une lutte, ou qui serait une lutte efficace contre ce narcotrafic. Donc il me semble important d'ajouter qu'au-delà des dispositions législatives, décrétales, au-delà des politiques pénales dont le procureur et monsieur le substitut vous parleront bien mieux que nous, au-delà de tout cela, il y a aussi des moyens humains. Pour lutter contre la logistique du narcotrafic, il faut que nous-mêmes, nous ayons une logistique judiciaire efficace. Or, il y a un certain nombre d'avancées importantes qui ont eu lieu par le biais et grâce au ministère de la Justice. On en parlera peut-être grâce à la création notamment de brigades outre-mer, des magistrats et des fonctionnaires qui viennent nous aider. Mais nous avons encore besoin d'un renforcement notable des moyens humains, que ce soit au sein du tribunal ou que ce soit par l'entremise des forces de sécurité intérieure ou du service d'enquête. Et voilà, donc c'est un point important à aborder, la dimension humaine, qui est la seule dimension qui vaille à un moment lorsque vous avez tous les outils qui sont réunis. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on réponde nous-mêmes à chaque question, ou est-ce que vous voulez formuler les questions et on vous apporte les réponses? Comment souhaitez-vous procéder, messieurs les sénateurs et mesdames? Le rapporteur va ouvrir avec ces questions. D'accord, très bien. Oui, merci de ces interventions liminaires. J'ai une première question. Vous avez rappelé qu'un tiers des vols à main armée ont lieu en Guyane. Et quel lien fait-on entre ces vols à main armée et le trafic de stupéfiants? Alors, je vais être extrêmement modeste, extrêmement humble sur la question. Il y a trois choses qui sont, trois points qui sont objectivés. Le premier, c'est qu'effectivement, on a une augmentation de la violence d'appropriation violente de voies publiques avec usage d'armes à feu. Ça, c'est une évidence. Sur l'ensemble de la Guyane, avec une concentration sur la région de Saint-Laurent-du-Maroni. L'économie de ruissellement a été mécaniquement perturbée par la politique qui a été mise en œuvre en matière de lutte contre les stupéfiants, ça c'est très clair, en tout cas en ce qui concerne les mules. Après, le troisième point, c'est que les mules qui résident en Guyane et qui sont condamnés majoritairement selon la procédure du plaidé coupable, du CRPC, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'ont pas du tout le profil d'auteur de vol à main armée. Ce qui veut dire que je suis aujourd'hui, en tout cas, incapable d'établir un lien entre
la politique qui a pu être conduite en matière de stupéfiants et l'augmentation des vols à main armée. Ce n'est pas du tout les mêmes profils et ça ne répond pas du tout aux mêmes modes opératoires. De faire un lien entre les deux, ce serait une spéculation dans laquelle je ne veux pas me lancer. L'augmentation des vols à main armée et de l'emploi des armes, il est partagé régionalement, puisque j'ai vu il y a un mois et demi mes collègues de Macapa qui ont attiré aussi mon attention sur ce phénomène qu'ils constataient eux-mêmes aussi au Brésil. Donc j'aurais tendance à penser que c'est un comportement régional plus qu'un comportement directement lié avec la perturbation qu'on a provoquée sur le flux logistique. La mule de Saint-Laurent-du-Maroni ne correspond pas du tout au profil des gens qu'on interpelle sur des vols à main armée. Dans plusieurs notes ou rapports qui nous ont été remis, et on pointe à la fois la complexité, la lourdeur et des procédures consécutives à l'arrestation et à l'identification des mules. Et plusieurs services nous disent c'est compliqué, c'est chronophage, et il y aurait des mesures de simplification que nous pourrions adopter. Est-ce que sur ce sujet-là, vous auriez des suggestions à nous faire ? La complexité, elle n'est que l'application du Code de procédure pénale. Bon, sauf que à partir du moment où votre adversaire, on va le qualifier d'adversaire, il est dans une politique et dans une logique de saturation de notre système, il est très clair qu'on n'a pas la capacité ici de placer 70 ou 80 personnes mules en garde à vue dans une journée, d'autant que de toute façon, on est limité par les capacités médicales de l'hôpital qui, lui, n'a que 5 chambres carcérales. Je vous rappelle qu'on a un très gros établissement avec ce matin 1032 détenus, potentiellement aussi utilisateurs de ces chambres carcérales. Donc certes, la procédure pénale est complexe, elle est quand même là pour garantir aussi le droit des intéressés, donc son application, elle est importante dans sa totalité. De simplifier, il y a des procédures simplifiées qui existent, qui sont utilisées, quand les faits sont reconnus, etc. Sauf que comme la politique qu'on a mise en œuvre, elle vise quand même, en matière de placement en garde à vue et de poursuite, à cibler des gens multirécidivistes, des gens avec des profils intéressants en termes d'enquête, d'investigation, des gens qui sont très impliqués dans le trafic, forcément, ça induit un travail qui est lié à l'application du Code de procédure pénale. Donc, les propositions, si on avait une proposition concrète à faire, une modification concrète, ce qui aujourd'hui nous pénalise, un peu moins ces derniers temps, parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a plus eu le cas, mais c'est des gens qui, au-delà des 96 heures de garde à vue, quand ils sont retenus à l'hôpital, n'ont pas fini d'expulser les boulettes. Ce qui fait qu'on est obligé de procéder à un déferrement à l'hôpital avec une procédure de comparution à délai différé, d'intervention du JLD à l'hôpital et d'engagement des poursuites qui est relativement lourde. Alors effectivement, si on pouvait avoir une prolongation, une hyper-prolongation médicale au-delà des 96 heures prévues par la loi pour ces cas de figure des gens qui n'ont pas fini d'expulser, effectivement, ça nous simplifierait la tâche. Et je pense que, en tout cas, du côté de l'action publique et du parquet et de la juridiction, c'est sûrement la chose qui est aujourd'hui la plus pénalisante et qui pourrait utilement évoluer. Peut-être juste côté siège, c'est-à-dire côté juge, attention de ne pas créer des zones dérogatoires de droit parce que c'est la Guyane. Ça, c'est vraiment important. Nous sommes dans une politique régionale entourée de pays qui ont fait le choix de procédures extrêmement rapides, pour ne pas dire expéditives. Et du côté du tribunal correctionnel, nous entendons aussi faire en sorte que les droits soient respectés. L'allègement, la simplification de la procédure ne doivent pas avoir pour corollaire une obération
des droits de tous à pouvoir être entendus, examinés, à pouvoir voir tous leurs droits notifiés dans les temps. Et donc, l'action publique, très bien décrite par monsieur le procureur, doit donner lieu à un moment à un passage devant le tribunal. Et madame Sigala, qui juge régulièrement ces personnes, voire les juges d'instruction qui sont à la manœuvre aussi, savent à quel point il est important de pouvoir répondre aux critiques des avocats qui pourraient faire annuler des procédures. Et je terminerai juste en parlant des standards européens qui ne nous permettraient pas non plus d'appliquer, parce que c'est la Guyane, un régime dérogatoire. Voilà, moi je crois que c'est important de souligner. Je ne sais pas si madame Sigala souhaite ajouter quelque chose. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est pas tant la procédure pénale qui nous pose problème ici. Et puis, il me semble que les mules sont identifiables puisqu'il s'agit souvent de jeunes Guyanais qui sont dans des situations très, très précaires. Enfin, moi, les gens que je vois qui sont déférés devant moi quand je suis de permanence le week-end ou que je juge ensuite au tribunal, c'est des gens qui sont identifiables en Guyane. C'est des jeunes, des fois, qui sont... on nous avait parlé d'une liste d'attente à la sortie du collège de Saint-Laurent-du-Maroni pour faire la mule. Donc, c'est des Guyanais qui sont identifiables. Dans la question que je posais, il n'était pas du tout question d'avoir une procédure spécifique et spéciale pour la Guyane, c'est évident. Et la question que je posais, c'est que la lutte contre les mules entraîne un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes extrêmement lourdes. Vous en avez cité une, c'est le délai pendant lequel la personne est placée à l'hôpital pour que l'on puisse s'assurer que lorsqu'elle sort, elle n'a plus sur elle de stupéfiants qui ont été ingérés. C'est bien ce à quoi je pensais. Et c'est aussi tout le dispositif de surveillance de ces personnes lorsqu'elles sont placées à l'hôpital. Donc on vous a bien entendu sur le délai qui pourrait passer de 3 à 5 jours. Enfin, je pense que ça serait quelque chose de raisonnable. Et en dehors de cette suggestion, cette proposition d'amélioration, est-ce qu'il y aurait d'autres pistes, notamment pour les moyens matériels et les moyens humains qui sont mis en œuvre en raison de cette rétention à l'hôpital? Alors, les moyens, aujourd'hui, ce qui est dimensionnant, effectivement, c'est ce que vous évoquez. C'est la capacité de l'hôpital à accueillir les mules le temps de l'expulsion du produit. On avait été, il y a un an, on avait été aux Pays-Bas. On avait été à l'aéroport de Tripoli. Effectivement, là, on a découvert un établissement pénitentiaire avec 3 étages de cellules, avec tous les moyens dont on peut rêver, au sein même du site de l'aéroport. On ne dispose pas de ces moyens-là à Cayenne. Donc, c'est totalement dimensionnant. Et toujours en miroir, bien sûr, avec la stratégie de nos adversaires, qui, elle, est une stratégie de nous saturer, puisque les jours, les plus gros pics qu'on a eu, on a eu jusqu'à 80 mules le dimanche après-midi qui essayent d'embarquer sur le vol Air Caraïbes après avoir fait celui d'Air France. Voilà. Mais c'est certain que alors, il y a 2 choses dimensionnantes. Il y a certes les capacités médicales, d'accueil donc de ces personnes placées en garde à vue. L'autre chose qui est dimensionnante quand même, c'est la durée du contrôle. On est au départ, on peut difficilement exiger à un passager qu'il se présente 5 ou 6 heures avant pour qu'on procède à des contrôles approfondis. Voilà, on n'est pas. Les gens accepteraient, je pense, sur une menace terroriste. Les passagers n'accepteraient pas de venir 5 heures avant ou 6 heures avant pour être contrôlés dans ce domaine-là. Donc, on a ces contraintes-là ici qui sont inhérentes au fait qu'on est un lieu de départ et qu'on n'est pas un lieu d'arrivée. Voilà, c'est peut-être plus facile de mettre ça en œuvre sur un lieu d'arrivée que sur un lieu de départ. Pour information, un contrôle individuel, ça prend combien de temps? Dans le processus, pour les gens qui sont ciblés,
s'ils sont rapidement disculpés, la chose ne doit pas durer plus de 15 ou 20 minutes. Hein. Merci. Pour être clair, que si l'on veut raccourcir ces délais et augmenter le nombre de personnes contrôlées, ça passe par plus de matériel et plus de points de contrôle. Tout à fait. Il faudrait des moyens humains et surtout, vous imaginez une capacité de mettre entre 50 et 100 personnes en garde à vue quotidiennement. Ça nécessite des moyens considérables. Et surtout, quand bien même on aurait ces moyens, qu'on pourrait rêver avoir ces moyens, de toute façon, notre adversaire est dans une politique de saturation. Donc, je mets 50 policiers de plus à l'aéroport, ils vont mettre 50 mules de plus pour nous saturer. Depuis le départ, leur stratégie, c'est une stratégie de saturation. Ils vont attendre sur le parking la dernière minute pour essayer d'embarquer, de saturer les gens qui sont à l'accueil, de saturer le personnel de l'aéroport. Voilà. Cette surenchère, par définition, on la perdra, puisque eux, ils ont des moyens financiers et humains illimités par rapport aux nôtres. Donc c'est pour ça que l'approche, on l'a envisagée différemment, parce qu'on était dans cette surenchère et on était perdant, par définition. Ce trafic génère des flux financiers qui peuvent prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour contrôler la situation matérielle, la situation financière d'un certain nombre de familles? Je parle des mules, mais aussi je parle de leurs proches, de leurs contacts, de leurs relations. Comment est-ce que vous vous attaquez à ces réseaux? Alors, il y a un premier travail qui est fait déjà à l'aéroport sur le retour, puisque les douanes là donc ont investi ce champ, et donc sur le retour, pour vous donner un ordre d'idée, donc de novembre, sur les 11 derniers mois, donc de novembre l'année dernière à septembre cette année, on a saisi sur le retour 450 000 euros, ce qui est quand même pas une somme négligeable et qui correspond donc au, entre guillemets, salaire des mules qui reviennent en Guyane. Sur la totalité de 2022, il y avait eu 627 000 euros qui avaient été saisis. Ça, c'est la première étape, c'est la première sanction, je dirais, financière. Ensuite, aujourd'hui, avec le renforcement de l'OFAST et puis de la PAF à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que c'est essentiellement de là que sont originaires les mules, mais pas que, on a la capacité, d'une part, d'aller procéder tout de suite à une perquisition, et puis d'autre part, effectivement, de faire un travail d'investigation sur les revenus de la personne. Après, il est très clair qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'investigation pour regarder, faire la partie financière de la totalité des mules qui sont poursuivis et condamnés. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de 161 mules en 2021 à 486 sur les 11 derniers mois, placés en garde à vue et poursuivis. On n'a pas les moyens d'investigation pour faire un dossier financier sur chacune de ces personnes. Par contre, on a maintenant le moyen de faire un travail, d'essayer d'identifier ces réseaux guyanais qui sont en fin de compte des micro-réseaux. On est sur des structures communautaires qui ne sont pas si étendues que ça. Et là, on peut faire un travail là-dessus. Et de mémoire, l'OFAST a actuellement, ou en tout cas la dernière fois qu'on m'a fait un point, donc début novembre, avait une petite cinquantaine d'enquêtes en cours dans ce domaine-là. Marie-Laure Finera-Hort. Merci, Président. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, je voudrais m'adresser à Monsieur le procureur, à Monsieur Yves Leclerc. Alors, j'ai 2-3 questions. Bon, c'est simplement pour faire avancer, en fait, faire comprendre à la Commission ce qui est déjà fait pour pouvoir enrichir notre rapport. De juillet à septembre 2022, vous avez tenté une expérience. Je rappelle que les saisies de moins de 1,5 kg étaient classées sans suite
afin de diminuer la charge pénale. Pouvez-vous dresser un rapide bilan de cette action? Pouvez-vous nous dire également si les contrôles 100% et les arrêtés préfectoraux anti-mules ont réussi à perturber le trafic de stupéfiants? Et enfin, pensez-vous qu'un scanner qui permette de relever les objets ingérés à l'instar de Schiphol permettra de porter un coup dur au trafic? Et puis, Président, si tu permets, je voudrais aussi poser une question à Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur Abbassi. En septembre 2022, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait annoncé l'envoi en Guyane de brigades de renforts afin de pallier le manque d'effectifs au tribunal. Ces renforts vous ont-ils permis d'améliorer le traitement judiciaire et faut-il pérenniser ces renforts? Il y a 2 ans également, j'avais interpellé le ministre de la Justice en QAG car j'estimais, et d'ailleurs je l'estime toujours, que la Guyane mérite de disposer d'une JIRS qui lui est propre afin de mieux lutter contre le trafic de stupéfiants. Je ne sais pas si je vous oblige à sortir de votre réserve, mais j'aimerais bien connaître votre avis. Je vous remercie, messieurs. Merci. Une question d'Olivier Cadic. Oui, ça va compléter ce que vient de dire ma collègue, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas que d'avoir 50 terroristes qui puissent venir avec des explosifs, arriver devant un avion et puis qu'on en arrête quelques-uns et qu'on dise qu'on puisse être débordé et que donc voilà, donc ça mettrait en péril la sécurité évidemment de l'avion. Là, c'est vrai que ce système qui vient avec un nombre de mules qui déborde nos services et puis ça passe, c'est un peu déroutant. Je pense que vous pouvez le comprendre. Et ce qui fait que mettre plus de moyens, c'est vrai que certains nous ont parlé d'un système qui permette de voir automatiquement si de la drogue était ingérée. On voit qu'aux Antilles, ça nous a été dit hier, que de plus en plus, ils voient ce phénomène se développer. Donc ça prend du temps. Une fois qu'on arrête quelqu'un qui a de la drogue ingérée, effectivement, il faut des moyens aussi médicaux pour accompagner. Donc tout ça, ça prend énormément de temps, on le comprend. Mais ne pensez-vous pas que justement la solution, ce soit d'avoir un système qui permette de contrôler tout le monde pour voir s'il a ingéré de la drogue avant de monter dans l'avion et qu'on le stoppe à cet endroit-là et qu'on mette en place des procédures, parce que c'est difficilement audible pour nous, dans l'Hexagone, de se dire qu'on a X personnes qui montent dans chaque avion parce qu'on n'est pas incapable d'arrêter tout le monde. Il y a bien une question de process qu'il faut qu'on mette en place pour voir comment on arrête ce flot. Et puis j'ajoute ma question. On a eu l'autre jour, lundi, lors des tables rondes de magistrats pour la zone Guadeloupe-Martinique, des propos assez durs sur la qualité de la coopération entre services, OFAST, douane, parfois même entre services de l'OFAST. Voilà, donc je voulais aussi vous solliciter sur ce sujet. Oui, alors, pour répondre à la première question sur la phase, la fameuse histoire du 1,5 kg qui avait été instrumentalisée par certains médias pas forcément très bienveillants, c'est effectivement une phase exploratoire où, dans des documents internes, on avait, pourquoi 1,5 kg? Parce qu'en fin de compte, c'était la quantité qu'on avait de façon traditionnelle incorporée et qu'on avait décidé d'évaluer avec le préfet de l'époque la potentialité de recourir donc de façon beaucoup plus importante aux arrêtés administratifs plutôt qu'à exercer des poursuites. Voilà, donc l'histoire d'1,5 kg, c'était uniquement ça. Il n'a jamais été question de déjudiciariser quoi que ce soit en matière de stupéfiants. La preuve, c'est que sur une année, on a augmenté de plus de 200%. Vous le verrez dans ma réponse écrite, j'ai fait le calcul, quasiment 230% le nombre de gardes à vue. Bon, donc sur ce point-là, voilà. Les 100% mules, donc cet outil administratif qui quand même vise à empêcher une personne de se mettre en danger. Puisqu'on l'empêche de monter dans un aéronef avec le risque que une de ces boulettes éclate, entraînant la mort instantanément. Donc effectivement, c'est notre bouclier, c'est-à-dire que c'est ce qui permet
eh bien, d'être à la hauteur de la stratégie de nos adversaires de saturation par un moyen qui est souple et qui a permis de bloquer un certain nombre de gens. Hein. Les forces de l'ordre ont dû vous donner le chiffre, c'est assez impressionnant. Et avec aujourd'hui une évolution qui est en tout cas à ce stade favorable, qui va mériter d'être affinée dans les semaines, dans les mois à venir, mais depuis début novembre, on a un effondrement du nombre de mules. Alors, il n'y a pas de mules qui se dirigent vers Roissy. On essaye actuellement d'essayer de comprendre pourquoi. Et on a une baisse très sensible des mules avec la disparition de filières. On avait au départ des filières baltes qui ont complètement disparu assez rapidement. Ces gens ont dû se réarticuler sur d'autres itinéraires. Et là, plus récemment, parce qu'on a quand même fait un bras de fer pendant des mois avec la filière nigériane qui arrivait jusqu'à essayer de mettre 100 personnes par dimanche, où là, tout d'un coup, depuis quelques semaines, les seuls Nigérians qui restent, c'est ceux qui sont bloqués ici et qu'on est en train d'évacuer au compte-gouttes pour les faire reconduire. Voilà. Donc, un dispositif, en fin de compte, qui fonctionne et qui va mériter d'être affiné, mais on a effectivement provoqué quelque chose. Le scanner. Alors, honnêtement, on a écarté cette solution ici, d'une part, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la durée qui nous est accordée pour contrôler les gens. Un scanner, c'est un acte médical, en plus. Donc, il nous faut une structure médicale. Ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas passer, même si on a 2 vols qui sont étalés sur 4 heures, on ne peut pas passer 500 ou 600 personnes au scanner dans la durée qui nous est impartie. D'autant que, de façon plus stratégique, si ce qu'on essaye de faire va au bout et fonctionne, et on a quand même quelques indicateurs, la pertinence du scanner, il n'est pas au départ, il est à l'arrivée. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Néerlandais. Les Néerlandais, le scanner, il n'est pas à Paramaribo, il est aux Pays-Bas. Parce que là, ils ont le temps, à l'arrivée, d'essayer de localiser des individus et de les placer en garde à vue et puis de procéder à l'examen médical. Donc le scanner ici, pour moi, il n'est pas pertinent. On a testé deux modèles de IonScan, c'est-à-dire des appareils qui essayent de détecter des molécules de cocaïne sur les mains, appareils qui sont aussi utilisés d'ailleurs en matière de lutte contre le terrorisme sur les explosifs. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a un trop gros niveau d'humidité? Voilà, les fabricants nous disaient que ça fonctionnait en Europe. Bon, on a testé ici, ça fonctionne pas, donc on a écarté aussi ça. Mais pour moi, le scanner, il faut le mettre sur les aéroports parisiens, d'autant que, donc vous avez évoqué la question, vous avez eu nos collègues de Fort-de-France, le mécanisme de contournement est en train de se faire. Nous, on a fait 2 essais de contrôle 100% sur 2 vols Fort-de-France. Sur 150 passagers, on avait 10 mules à chaque fois. Donc, il y a bien des filières qui essayent de procéder à un contournement. Alors, qui pour ces organisations-là vont être plus complexes, je pense. C'est pour ça qu'ils sont peut-être moins nombreux, parce qu'il leur faut forcément une base logistique de rebond pour réingérer les ovules aux Antilles, ce qui nécessite que ces gens-là aient des complicités, trouvent des hôtels, etc. etc. Voilà. Donc, scanner sur la région parisienne. Pour répondre à la question sur la GIRS, en définitive, dans la circulaire de politique pénale que j'ai évoquée, le garde des Sceaux avait décidé de la création, non pas d'une GIRS, parce que là, il faudrait, je pense, modifier le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale, parce qu'ils sont prévus dans des textes, mais de façon très pragmatique, à demander à ce que soit créée une division délinquance organisée. Ce qui est le cas au sein de mon parquet, puisque et M. Alexandre Rousselet-Magri est un des 3 magistrats de cette division-là,
on a, depuis le mois de septembre, on avait même un peu anticipé, créé cette fameuse division qui, globalement, a, en tout cas au niveau du parquet, une activité identique à celle d'une GIRS. Voilà. Dernier point sur la coopération entre les services de police, elle est ce qu'elle est. Ici, à l'aéroport, ça fonctionne très bien parce qu'en définitive, chacun a trouvé sa passe. La PAF est attentif aux individus, la douane est attentive aux valises et aux fret. On a essayé de renvoyer chacun nager dans sa ligne d'eau et faire ce qu'il sait faire le mieux. Voilà, donc c'est l'OFAS qui récupère derrière les individus interpellés et qui fait les enquêtes, en sachant que la stratégie quand même, et je ne rentrerai pas dans les détails, vous comprendrez pourquoi, cette stratégie de 100% nul nous a permis un travail de fond extrêmement intéressant sur les compromissions aéroportuaires. Voilà, ça c'est très clair. Certains dossiers ont déjà été jugés, d'autres dossiers sont en instruction, ici et en métropole. Quand vous mettez un système sous tension, forcément, apparaissent des compromissions dans tout un tas de services, de prestataires de services aéroportuaires. Et c'est surtout ça qui est intéressant, puisqu'on revient à mon propos liminaire, qui est de porter des coûts aux logisticiens de l'exportation du produit. Voilà. Est-ce que ça répond à l'intégralité de vos questions, ou si vous voulez d'autres, j'ai peut-être oublié certaines questions. Alors moi, je vais répondre à la sénatrice qui va poser des questions. Peut-être juste avant, parce qu'on a la chance d'avoir aussi des collègues qui sont encore plus que nous dans le terrain. Je ne sais pas si M. Rousselet-Magri veut ajouter quelque chose. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames les sénatrices et Monsieur le Sénateur. Je ne rajouterai pas grand-chose à ce qu'a déjà dit Monsieur le Procureur de la République et puis avant lui, Monsieur le Président. Simplement souligner par rapport... moi, je comprends l'interrogation de Monsieur le Sénateur sur la comparaison avec les 50 terroristes qu'on ne laisserait pas embarquer dans un aéronef. En réalité, la difficulté, et c'est la stratégie qui a été mise en place par Monsieur le Procureur en réponse, c'est que nous menons une guerre de logisticiens à des logisticiens. Le produit ne prend sa véritable valeur qu'une fois qu'il a traversé l'Atlantique et qu'il se retrouve sur le territoire européen de la France. Moi, je le vois, que ce soit dans le cadre de la permanence générale du parquet de Cayenne ou dans le cadre de dossiers de criminalité organisée. En réalité, il faut bien prendre conscience qu'il y a un vivier, je ne vais pas dire illimité, mais un vivier comprenant de très nombreux individus qui sont prêts à risquer d'une part leur vie et puis d'autre part une lourde sanction pénale avec potentiellement de la détention, pour les quelques milliers d'euros qui leur sont promis par les trafiquants de stupéfiants. Et comme l'a rappelé Madame la première vice-présidente en charge du pôle pénal, ce sont des gens qui vivent des minima sociaux généralement et donc qui se retrouvent qui peuvent être facilement séduits par les promesses d'argent facile. Pour compléter les propos de Monsieur le Procureur et pour répondre à la question néanmoins de ce qui est mis en place sur les circuits financiers, il existe des dossiers, des affaires que nous traitons en blanchiment de trafic de stupéfiants via l'infraction spécifique qui est prévue par le code pénal, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui des transporteuses et des transporteurs de cocaïne qui reviennent en Guyane et qui souvent achètent des biens de consommation, que ce soit des véhicules haut de gamme et des vêtements de luxe, et des biens de consommation, des téléphones portables assez chers et ce genre de biens. Les services de police et de gendarmerie travaillent à tous les niveaux. À titre d'exemple, j'ai déjà pu, moi, personnellement, faire des dossiers de blanchiment de trafic de stupéfiants avec des brigades motorisées de gendarmerie qui avec comme point de départ des contrôles routiers. Donc, c'est des choses qui se font et jusqu'à
bien entendu, des services beaucoup plus spécialisés, type police judiciaire, OFAST et section de recherche. La difficulté, et je rejoins ce que dit Monsieur le Président, et je m'arrêterai là sur mon propos, c'est que il y a une capacité d'enquête, avec des moyens limités en termes d'enquête, mais il y a aussi une nécessité de pouvoir juger ces personnes-là. Le créneau d'audience, si vous me permettez l'expression, au tribunal judiciaire de Cayenne est extrêmement cher. Et on l'a vu lorsque nous avons des dossiers qui sont menés, que ce soit par les services de police ou les services de gendarmerie, et que nous arrivons à démanteler des réseaux de 10, 15, 20 personnes qui sont prévenues. Peu importe le choix de poursuite qui est fait par le ministère public, que ce soit la voie de l'ouverture de l'information judiciaire ou que ce soit la voie de comparution à délai différé ou de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, c'est une logistique qui est extrêmement compliquée à mettre en œuvre, car là, nous passons d'une saturation des services d'enquête à une saturation des services judiciaires dans leur capacité à traiter ce type d'affaires dans des délais qui soient raisonnables et qui respectent les exigences en matière de présomption d'innocence et de détention provisoire. Voilà ce que j'aurais à dire, juste pour simplement compléter les propos qui ont déjà pu être tenus. Alors, si je peux rajouter... D'accord. Oui, Mme Sigala, si je peux rajouter juste quelque chose sur ce manque de moyens, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de notre situation. Pour juger un dossier de narcotrafiquant, encore faut-il que le dossier soit préparé. Quand c'est un vrai dossier important, il y a normalement un juge d'instruction qui est nommé. Donc, je rappellerai qu'à Cayenne, actuellement, nous avons 4 cabinets d'instruction. Nous avons fait la moyenne, elles sont actuellement à plus de 142 dossiers par cabinet. Je rappelle que la moyenne, pour bien travailler, pour qu'un juge d'instruction puisse faire un dossier correctement dans de bons délais, on parlait des délais de détention provisoire et des délais pour sortir un dossier, l'Association française des magistrats instructeurs a fixé le chiffre à 70 dossiers. Donc, depuis très très longtemps maintenant, nous demandons la création d'un 5e cabinet de juge d'instruction, donc un 5e juge d'instruction que nous n'avons toujours pas obtenu. Nous avons obtenu effectivement des renforts avec des brigades, des magistrats qui viennent pour 6 mois, 1 jour. Bon, comme ils prennent des congés ou qu'ils sont en stage, finalement, ils viennent 5 mois sur place réellement. Sur la première brigade, nous avons eu 4 magistrats en renfort. Sur la deuxième, nous en avons eu 3. Donc, ce qui n'est pas assez, puisque je rappellerai qu'à Cayenne, on a un chiffre de vacances de poste le plus important de France, il faut le savoir, puisqu'en fait, quand on dit manque de moyens, il faut aussi que vous ayez les vrais chiffres pour pouvoir comprendre dans quel désarroi nous sommes, pour pouvoir effectivement assumer complètement notre office. À Cayenne, nous n'avons pas de chambre pénale dédiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de magistrats dédiés au pôle pénal pour pouvoir juger toutes ces affaires, et nous sommes obligés d'employer les magistrats civilistes. Et tous les magistrats spécialisés font du pénal. Je n'ai pas une chambre spéciale pénale pouvant donc juger ces grosses affaires. Alors, de temps en temps, effectivement, sur des gros dossiers, on va se donner les moyens, on va créer une audience, par exemple, de 2-3 jours. Quand on a en face de nous, effectivement, un dossier où il y a 10 délinquants, on est obligé de créer des audiences. On ne peut pas juger ça en une après-midi. Donc, on va créer des audiences dédiées, on appelle ça des audiences spéciales, mais on n'a pas les moyens de le faire de manière régulière, parce qu'avec le manque de magistrats, du siège, s'ajoute aussi le manque chronique de greffiers qui ne peuvent pas assumer de toute façon les tâches, que ce soit la tenue des audiences, la rédaction des jugements, puis ensuite l'exécution des peines. Merci, madame. Juste en complément de ce qu'a... Peut-être juste pour terminer sur la question de madame la sénatrice, monsieur le garde des Sceaux avait promis la création de brigades. Ces brigades ont bien été créées, elles nous ont bien été affectées selon les modalités précisées par madame Sigala, mais il faut savoir qu'on aura toujours un temps de retard, on sera toujours en décalage par rapport à un accroissement de la délinquance, et la seule possibilité véritablement d'aboutir à un résultat qui soit un résultat adéquat, c'est-à-dire d'être en osmose avec ce qu'appelait tout à l'heure monsieur le procureur nos adversaires. Alors pour nous, on les considère comme des justiciables, point, mais il faut effectivement une véritable
prise en compte et une sorte de plan Marshall des ressources humaines à Cayenne, qui est prise en compte, je le dis, par la chancellerie, puisque nous avons également au sein du ministère de la Justice un véritable écho. Nous avons un écho de leur part et nous savons que le ministère souhaite vraiment nous apporter une aide. Je terminerai juste, mesdames et messieurs les sénateurs, en évoquant un point, c'est l'attractivité. On peut créer 5, 10, 15, 20 postes. Si nous n'augmentons pas et si nous ne prenons pas des mesures d'attractivité fortes pour recruter des magistrats, les faire venir et des fonctionnaires et des contractuels aussi, on a beau passer de 30 à 50 magistrats du siège, vous pourrez les proposer, mais les magistrats du siège pourraient ne pas postuler. Voilà. Donc, il y a un effort qui est fait, pour répondre encore une fois à Madame la sénatrice, mais nous avons besoin aussi d'être plus attractifs. Et ça, c'est toute une problématique qui touche pas seulement l'institution judiciaire, mais toutes les institutions administratives de Guyane. Voilà. Est-ce que vous pouvez décliner cet argument-là qui paraît extrêmement important de l'attractivité et les mesures auxquelles vous pensez? Alors, aujourd'hui, quand vous venez en Guyane, on va faire, je crois que pour mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur Blanc, il faut que vous ayez conscience qu'un magistrat, quand il vient en Guyane, il est dans 3 options possibles. Soit il sort de l'École nationale de la magistrature. On propose donc à des jeunes magistrats qui n'ont aucune expérience de nous rejoindre. On a la chance d'avoir de plus en plus des jeunes magistrats de qualité qui acceptent de venir nous voir, mais imaginez à quel point ça peut être dur pour eux. C'est le cas de M. Rousselet-Magri que vous avez en face de vous, qui est sortant d'école et qui a très vite appris les rouages guyanais qui ne sont pas simples. C'est une partie non négligeable des magistrats en Guyane. Ces auditeurs de justice, comme on les appelle, il faut aussi mettre en place une mesure d'attractivité parce qu'il ne faut pas que ce soit les derniers. Je rassure, M. Rousselet-Magri est loin d'être le dernier de sa promotion, bien au contraire, mais il ne faut pas que ce soit les derniers des promotions. Et pour ce faire, la chancellerie a créé un contrat de mobilité qui est un contrat très intéressant qui permet à dire qu'un magistrat, notamment un sortant d'école qui vient en Guyane, a la possibilité de choisir 5 fonctions pour lui permettre de revenir dans de bonnes conditions lorsqu'il quitterait la Guyane. Deuxième option, après l'École nationale de la magistrature, vous avez les magistrats d'expérience. Et en réalité, nous ne sommes pas suffisamment attractifs parce que, mis à part les 40% d'augmentation sur la base d'un calcul savant que la DGFiP seule est en mesure de comprendre elle-même, les mesures attractives d'allègement fiscal et autres ne suffisent plus du tout. Et il y a un très bon rapport d'ailleurs qui a été fait par la Cour des comptes de septembre 2023 qui évoque ces mesures d'attractivité et qui disent que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. Donc cette option des magistrats d'expérience, elle ne marche pas et nous avons en Guyane très peu de magistrats qui sont des magistrats qui ont 10 ou 15 ans d'expérience. Madame Sigala est un exemple intéressant, mais elle est venue aussi parce qu'elle voulait occuper et changer un petit peu son quotidien. Et enfin, la troisième option, qui est peut-être la plus importante pour moi, c'est de faire en sorte que vous ayez en encadrement intermédiaire des collègues qui arrivent avec des postes intéressants. Alors, en mesure d'attractivité, c'est très simple. Le haut du pavé de la magistrature française, c'est ce qu'on appelle les hors hiérarchie. Et pour être intéressant de développer ces postes hors hiérarchie, actuellement, nous n'avons que 2 postes hors hiérarchie au tribunal judiciaire de Cayenne, c'est le procureur et moi-même. C'est les 2 seuls postes. Si on ouvrait un peu le volant de ces postes hors hiérarchie, vous auriez des candidats beaucoup plus nombreux pour venir apporter leur expérience et être au soutien des plus jeunes magistrats. Voilà quelques mesures d'attractivité qui peuvent être intéressantes. Et enfin, je terminerai par des problématiques plus globales d'immobilier, d'accompagnement des familles, d'accompagnement en termes de sécurité aussi, qui manque cruellement. Aujourd'hui, travailler pour une société privée en Guyane est beaucoup plus réconfortant, rassurant que de travailler pour une institution publique. Sachez que lorsque l'on arrive, même s'il y a eu des améliorations, nous devons chercher nous-mêmes où nous loger. Ça, c'est la première chose. Et nous n'avons pas, contrairement à d'autres institutions, des logements de fonction. Nous n'en avons pas. Voilà. Donc, je crois que
en attractivité, il y a des choses à faire. Le ministère de la Justice, nous le savons, travaille d'arrache-pied pour ça. Mais mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons également besoin des parlementaires. Voilà, je crois que votre rôle est très très important parce que nous sommes confrontés à des blocages qui sont des blocages légaux ou réglementaires qui éviteraient peut-être de débloquer des situations et d'être encore plus attractifs. Voilà, j'espère avoir répondu sur ce point. Une question sur la coopération internationale. Comment la jugez-vous? Alors, on a une très bonne coopération avec nos camarades brésiliens, puisque nous avons un centre de coopération policier, pas policier et douanier, uniquement policier, donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock, au sein duquel donc, on a des policiers et gendarmes, et de l'autre côté, donc la police fédérale, la police militaire et la police routière. Brésilienne. Voilà. Les échanges sont extrêmement fructueux et très honnêtement, grâce à la police fédérale, on a énormément progressé sur l'identification des factionnés brésiliens et pour vous donner un ordre d'idée de la bienveillance de nos collègues, même si c'est dans un autre domaine. J'ai un officier de la police militaire brésilienne qui est venu de Macapá. Un aller-retour Macapá-Cayenne, c'est 20 heures de voiture. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée et pour venir attirer mon attention sur le fait qu'ils avaient détecté une faction extrêmement inquiétante, le PCC, qui est une faction très active sur la région de Camopi et qui est en train de s'installer sur de la logistique de leur paillage et sur du transit de stupéfiants. Donc vous voyez, nos amis brésiliens sont extrêmement bienveillants. On a des outils de coopération policière, judiciaire. Et là, notre sujet actuellement de travail avec eux, c'est d'essayer de faire purger les peines de factionnés brésiliens qui sont détenus ici au Brésil et surtout pas, c'est un enjeu majeur, surtout pas de les renvoyer en France pour qu'ils purgent des longues peines, parce que les premiers qui sont arrivés en métropole ne sont pas repartis au Brésil et sont partis sur des activités criminelles extrêmement inquiétantes. Et quand on met au sein de la prison, et même pour certains qui sont sortis, donc ils font l'objet d'une très grande vigilance, parce qu'on a l'exemple du Portugal où les factions brésiliennes ont pris le contrôle des trafics de stupéfiants extrêmement rapidement, et donc il y a une vraie menace. Donc ça, c'est du côté brésilien, ça fonctionne très bien. Du côté Suriname, là, on est en attente de ratification des accords de coopération judiciaire. Bon, allez, on va être politiquement correct. Je dirais que notre niveau de collaboration s'arrête au niveau de compromission auquel on peut se heurter dans certains services de police ou en tout cas de suspicion de compromission auquel on peut se heurter. Le Suriname est quand même un pays dans lequel malheureusement le trafic de cocaïne est très fortement implanté. Donc voilà, on essaye de collaborer avec eux. La semaine dernière, il y a une mission qui est partie là-bas. Ils ont attiré notre attention sur le fait qu'ils détectaient massivement des gens originaires de Saint-Laurent-du-Maroni qui essayaient de prendre l'avion à Paramaribo. Donc on a bien compris que notre politique fonctionnait, que les gens sont sur une impasse de contournement là-bas, voilà. Mais c'est plus complexe. Maintenant, on avance petit à petit. Par exemple, je sais qu'il y a des patrouilles communes sur le Maroni, maintenant de nuit, entre la PAF et puis la police militaire surinamienne. Voilà. Il se passe des choses, mais je dirais que ce n'est pas du tout au même niveau qu'un grand pays, une grande puissance continentale qu'est le Brésil, fédérale certes, mais extrêmement bienveillante avec nous. Voilà. Sur la coopération internationale, moi je serais un peu moins positif que Monsieur le procureur de la République s'agissant des commissions rogatoires des juges d'instruction qui ont parfois beaucoup de mal à être exécutées au Brésil, beaucoup de mal. Et la coopération judiciaire à ce niveau-là n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on peut attendre. Et nous appelons régulièrement de nos voeux un renforcement des liens entre les ambassades
le ministère des Affaires étrangères, de la Justice et les magistrats de liaison. Donc, je tenais juste à vous dire qu'un certain nombre de commissions rogatoires, encore une fois, en matière de stupéfiants, n'ont malheureusement pas pu revenir de façon positive et fructueuse. Voilà. Donc, je dirais que la coopération, elle est excellente dès qu'elle part du terrain. C'est-à-dire que les relations sont excellentes entre le parquet ou les parquetiers brésiliens ou avec la police, quelle qu'elle soit. Elle devient plus complexe quand elle s'institutionnalise au niveau des ambassades, du ministère, où pour le coup on rentre dans quelque chose de beaucoup plus nébuleux, long, fastidieux, à telle enseigne, pour terminer, que certains juges d'instruction disent qu'ils finissent par préférer ne pas attendre le retour d'une commission rogatoire pour ne pas que le dossier puisse se perdre dans les limbes de leur cabinet. Voilà, donc c'est le tempérament que j'apporte au propos de M. le procureur. Juste une petite précision géographique. Si vous regardez une carte, vous verrez que l'État d'Amapá, avec sa capitale Macapá, n'est pas relié au reste du Brésil par la route. La seule route qu'a cet État, c'est une route avec la Guyane. Voilà. Et pour aller de Macapá jusqu'à la frontière, Oiapoque, jusqu'à nous, il y a 10 ou 12 heures de piste. Donc vous imaginez voilà, les contraintes que ça génère, et les gens qui sont à Macapá sont tournés vers nous avec bienveillance, mais ne peuvent même pas aller par la route dans le reste du Brésil. Donc vous imaginez, Rio, c'est souvent plus rapide d'aller à Dakar d'ici que de la province de Fortaleza, les provinces les plus au sud du Brésil. C'est un État-continent. Voilà. Il nous reste à vous remercier très chaleureusement pour la qualité de cette audition, des informations que vous nous avez transmises, et puis du climat en plus technique très favorable, parce qu'on a eu un peu de mal pour les auditions précédentes qui étaient parfois à peine audibles. Donc merci de votre présence, de ces réponses, et puis on compte sur les questionnaires écrits qui compléteront ce qu'on s'est dit, si vous le voulez bien. Écoutez, nous vous remercions également. Le questionnaire est parti à votre collaboratrice avec un peu plus. Et bien entendu, si mesdames, messieurs les sénateurs souhaitent venir voir sur place dans quelle situation nous sommes, vous serez les bienvenus. Notre sénatrice, bien sûr, connaît bien la Guyane puisqu'elle y a domicile. Mais je pense que voilà, de vous accueillir, que vous preniez toute la mesure que nous sommes en Amérique du Sud, confrontés à des problématiques sud-américaines, certaines fois peut être surprenant. Merci de cette invitation. Merci de l'invitation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'honorer parce qu'on a beaucoup de travail ici en métropole, beaucoup de déplacements, mais Marie-Laure Finera-Hort, pour ce qui la concerne, nous communiquera beaucoup d'informations sur la réalité guyanaise. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.